On a commencé, notre premier défi était de trouver une définition de l'enseignement individualisé. Il y en existe plusieurs. Nous, on l'a défini comme une formule éducative permettant à un apprenant de développer des compétences d'une façon autonome, accompagné par un enseignant ou enseignante, instrumenté de guides d'apprentissage, de matériel pédagogique et didactique. C'est notre définition. Elle en vaut bien d'autres, c'est la nôtre. Aujourd'hui, je vais vous parler, pour ma part, de la partie administrative et aussi organisationnelle. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre centre lorsque on pense partir un programme en enseignement individualisé. Première petite question, combien de personnes parmi vous ont des programmes dans leur centre en individualisé, en enseignement individualisé? Presque la majorité. Secrétariat, comptabilité, autres programmes? Mécanique industrielle. Cuisinage. Technique d'usinage. Soudage. OK. Alors, chez nous, on a aussi secrétaire comptabilité, secrétaire juridique, et aussi, on a 7 programmes dans notre centre qui sont en enseignement individualisé. Alors, on avait différents défis à relever. Alors, quand on parle de l'enseignement individualisé, on dit pourquoi une telle aventure? Pourquoi se lancer là-dedans? Bien, souvent, on parle de diminution de clientèle. C'est souvent la première chose qui nous vient en tête. La pérennité du programme, on se le dit. Si l'enseignement individualisé ne serait pas là, probablement que le programme n'existerait plus. Les groupes sont plus nombreux, etc. C'est déjà des questions que vous avez déjà répondues. On a également, l'enseignement individualisé nous permet d'offrir une plus grande offre. Vous le savez, de plus en plus, les centres locaux d'emploi, les services d'entreprise, la reconnaissance des acquis, la CEAC et bien d'autres organismes de vos régions, on peut répondre, grâce à l'enseignement individualisé, d'une façon plus facile, des fois en adaptant, mais d'une façon plus facile à cette nouvelle offre de services. Également, on va répondre à une demande du marché du travail et également aux besoins sociaux des gens, de notre clientèle. Et il va y avoir une réalité de nos jeunes, études, travail, famille, et dernièrement, la concurrence. La concurrence avec un autre centre proche de chez nous qui donne la même option, qui est en magistral, ou en individualisé. Donc, le fait d'être en individualisé nous permettra à nous de partir plus de cohortes, etc. Donc, d'être un petit peu plus concurrentiel, même si on fait partie du même réseau. Évidemment, lorsqu'il y a un autre centre à côté qui donne le même programme que nous, bien, on regarde différentes options. On a des avantages administratifs. On en nomme quelques-uns. Il y en a plusieurs, mais j'en ai nommé quelques-uns. Alors, ça va nous permettre de partir des groupes plus souvent. Vous le savez, permet de renouveler les groupes. L'élève qui part en stage, l'élève qui part en fin de formation pourra être remplacé par quelqu'un qui va arriver à notre prochaine entrée. On va parler d'élèves, permet à l'élève d'arrêter temporairement sa formation. Un élève qui est malade, une personne là, qui, peu importe, grossesse ou peu importe les raisons, permettrait d'arrêter quelques mois, de revenir, quelques semaines, de revenir, tout en continuant où la personne était rendue dans sa formation. Ça permet également à l'apprenant de progresser à un rythme variable. Nous, on fait attention à dire à son propre rythme, parce qu'il y a des gens qui ont le rythme lent, et ça permet des fois d'allonger la formation. Donc, on fait toujours attention à son propre rythme. Là, donc, il y a un rythme variable, mais il est également contrôlé. Également, on a des meilleurs résultats, récupération plus facile. Donc, ça, c'est un peu controversé, mais chez nous, on a des meilleurs résultats justement parce qu'on est capable de récupérer la personne plus rapidement, immédiatement, et ensuite de ça, elle peut continuer sa formation. Donc, souvent, des fois, en magistral, on a des gens qui sont en échec et notre organisation ne permet pas de récupérer immédiatement. Des fois, ça va à la fin de l'année, à la fin de la session. Tandis qu'en enseignement individualisé, on retourne l'élève en classe, règle générale, il est récupéré et ensuite de ça, il peut continuer sa formation. Et il y a une augmentation du taux de diplomation. Ça aussi, ça peut être discutable. Dans notre cas, c'est toujours une bonne chose. Pourquoi l'augmentation de diplomation? Souvent parce que l'enseignement individualisé va permettre un changement de pédagogie, un changement de toutes tu m'as-tu montré la feuille, non? Va nous permettre un changement de nos méthodes pédagogiques, comme je disais, mais également de notre matériel didactique. Alors, qui devrait être de plus en plus adapté là, à nos besoins. Alors, pour ça. On a des avantages pédagogiques. Donc, ça développe l'autonomie, la débrouillardise, nos employeurs nous le disent. Ça responsabilise l'apprenant. Ça, c'est un critère important. Ça donne le contrôle de l'apprentissage à l'apprenant, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est une réalité. Ça augmente le niveau de compétence. Encore, différentes personnes peuvent dire, ben, l'enseignement magistral aussi.
Quand c'est bien fait, je pense que le niveau de compétence est important là, par rapport à ce genre d'enseignement-là, mais souvent relié justement à des nouvelles méthodes pédagogiques et à un programme qui est renouvelé. Ça utilise les heures en fonction des besoins, naturellement. Si l'élève est capable de le faire en 90 ou 80 de sa formation, ça peut lui donner certaines heures. S'il a besoin de quelques heures de plus, l'organisation peut également lui donner. Donc, ça nous permet d'être souple. Et aussi, c'est plus près du marché du travail grâce à la mise à jour des méthodes et du matériel pédagogique. Ça, je l'avais mentionné. Alors, si on continue, il y a également les avantages, les inconvénients, pardon, au niveau administratif. La gestion des dossiers. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont vraiment proches du dossier de l'élève, mais on parle des horaires, des transitions. Transition quand un élève change de groupe ou change de cours. Les stages. Au lieu d'avoir un groupe qui part en stage, on a des élèves qui partent toute la semaine en stage, un lundi, un vendredi, etc. Ils reviennent. Donc, il y a souvent plusieurs personnes qui partent et qui arrivent dans la même semaine. Donc, on parle de la tâche des enseignants qui change également, les calendriers de travail. Chez nous, on a 7 programmes, comme je vous dis, en enseignement individualisé, ce qui représente 45 enseignants qui ont chacun un calendrier de travail, puisqu'ils peuvent prendre des vacances n'importe quand dans l'année, puisqu'on est ouvert 12 mois par année. Ça me prend des enseignants à l'été, ceux qui ne sont pas permanents naturellement, mais ça veut dire que les ressources financières me demandent d'avoir un calendrier de travail par enseignant. Alors, ce n'est plus un calendrier pour l'ensemble du centre ou 2-3 calendriers. C'est, dans mon cas, 45 calendriers de travail. Okay? Donc, il faut les gérer. Chaque fois que quelqu'un vient, je vais avoir une semaine de vacances, on peut changer ça. Bon, oui, on est souple parce qu'on veut également qu'ils nous rendent l'appareil, mais ça veut dire que c'est de la gestion supplémentaire. L'augmentation de la charge de travail pour l'administration et les enseignants. Au lieu de traiter un dossier, donc un groupe de 20 personnes, on traite 20 personnes. Alors, c'est d'une façon individuelle et pas tout le monde en même temps. Alors, ça aussi, ça augmente la charge de travail et à tous les niveaux. Votre technicien de l'organisation scolaire, vos agents de bureau, ceux qui font les inscriptions, votre conseiller en orientation qui va répondre à 20 appels au lieu de faire un groupe et une séance. Oui, on organise différentes choses, mais c'est pas vrai. Les gens n'arrivent pas pour le mois de mars à s'inscrire. Ils arrivent n'importe quand dans l'année. Alors, ça augmente énormément la charge. Également au niveau des enseignants, on peut parler, je passe vite, mais je vous donne juste quelques exemples. Les enseignants, au lieu de rentrer sur une liste leurs 20 notes, une fois qu'ils ont passé l'examen, non, ils prennent un examen, ils corrigent, ils les rendent à l'unité. Et chez nous, en plus, ils rentrent dans le logiciel JAD Tosca. Ensuite de ça, ils font, s'il est en échec, c'est encore pire, parce que là, ils doivent faire un plan de récupération, écrire une lettre, l'envoyer en courriel, ensuite de ça, rencontrer l'étudiant, le retourner dans le plateau, planifier sa récupération reprise, puis là, ça continue. Donc, un enseignant me dit, pour être capable de mettre la note, moi, ça me prend 45 clics de souris. Lui, il avait calculé combien de clics de souris ça lui prenait pour être capable de rentrer la note. Bon, c'est correct. Il y a des choses à améliorer. Aussi, les inconvénients administratifs, les outils de suivi sont peu développés. Alors, soit qu'on développe la plupart du temps des outils maison, que probablement vous avez fait chez vous, des feuilles Excel ou peu importe, Horatio de ce monde, anyway, tout ce que vous avez pu développer pour vous aider. Mais les outils pédagogiques ne sont pas là comme on pourrait les avoir en enseignement magistral. Ensuite de ça, on parle d'augmentation du taux d'abandon pour les 2 premières années s'il y a une mauvaise organisation. On l'a vécu chez nous. On a eu des taux d'abandon importants. Quand on développe un programme en enseignement individualisé sur le coin d'une table pendant l'été, parce que là, c'est ça ou c'est la mort du programme, on ne le part pas à l'automne, il ne faut pas s'attendre que la première année, on ait du succès. Donc, ça se planifie, l'enseignement individualisé. Et si vous êtes bien planifié, peut-être qu'il n'y aura pas une diminution de taux d'abandon. Mais sinon, les élèves vont abandonner parce que le matériel n'est pas prêt, parce que les enseignants sont tous bouleversés pour une dizaine de raisons que je pourrais vous nommer, que je vais peut-être en glisser un autre temps. Mais c'est des constats. Ensuite de ça, ça va bien, les inconvénients. Ça va-tu bien jusqu'à là? Tout le monde veut sortir à la course. OK, on continue au niveau des inconvénients pédagogiques. Quand on connaît les inconvénients, je me dis après ça, on est capable de travailler avec. Il faut les connaître. Donc, c'est difficile pour eux, c'est difficile pour ceux qui ont peu d'autonomie. Je parlais tantôt, ça encourage l'autonomie, mais ceux qui n'en ont pas ou très peu,
c'est plus difficile, il faut plus les accompagner. Là, je vous parle des élèves. Je pourrais aussi vous parler de certains enseignants, on va s'en tenir avec les élèves. Aussi, ça demande des mécanismes de suivi pédagogique très rigoureux, également on a des inconvénients pédagogiques, je l'ai mentionné tantôt. Et un sentiment d'appartenance, esprit de groupe difficile à développer. Donc, dépendamment, certaines organisations, on est capable encore même de former des groupes avec des cohortes qui entrent, ce qui nous permet quand même d'avoir une vie de centre, une vie de groupe. Mais quand on entre plusieurs petites entrées de 3-4 personnes, après ça, ils se rassemblent dans une salle de 40-50 élèves pour 2-3 enseignants, bien là, il y a une vie de groupe qui est moins là. Donc, il faut pallier à ça souvent là, par différentes activités au niveau de l'école, du centre comme tel. Alors, on va regarder l'enseignement individualisé, l'organisation de l'enseignement individualisé sur un regard administratif, puis on va aussi le regarder sur un regard pédagogique. Alors, si on regarde au niveau de l'organisation, lorsque vous travaillez pour justement organiser un programme en enseignement individualisé, vous allez devoir regarder vos ressources. Toutes les ressources de votre centre, les ressources autant humaines que les ressources matérielles, parce que comme je disais tout à l'heure, tout le monde va être touché. Autant la TOS que votre CO, que tout le monde va être touché. Donc, c'est important. Les ressources matérielles et financières, et là, pas uniquement dans votre centre, celle de la commission scolaire. Pour être capable de donner des environnements d'apprentissage intéressants à vos étudiants, vous allez peut-être devoir complètement changer vos locaux, abaisser des murs, ouvrir des portes. On a fait ça chez nous. Il y avait 2 locaux, on a ouvert un mur. Là, les 2 locaux sont ensemble, c'est plus grand. Alors, on fait des choses, pas juste des murs, on va aussi rentrer des fois des nouveaux équipements. On va en profiter pour repeindre. Donc, il y a des choses qu'il va falloir regarder pour justement mettre autant l'apprenant dans un contexte intéressant d'apprendre, dans des situations de travail. Donc, il va falloir réfléchir à ça, mais aussi il va falloir avoir du budget, il va falloir... Vous savez, des fois, que les ressources matérielles des commissions scolaires, c'est presque 1 an d'avance qu'il faut prévoir. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va décider à brûle pour point. Donc, c'est important de regarder ça. Et également les ressources financières. Vous allez devoir regarder au niveau des gestionnaires de votre commission scolaire, c'est qui vos alliés. Okay? Est-ce que vous faites affaire directement avec votre DG? Est-ce que vous allez devoir passer par un DGA? Peu importe, il faut regarder. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui appuie votre projet. Parce qu'au bout de la ligne, il va y avoir des sous, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des sous au bout de ça. Alors, votre mission en tant que centre, votre mission également en tant que commission scolaire, mais particulièrement en tant que votre centre, votre plan de réussite, mettez ça dans le plan de réussite. Un développement d'un enseignement individualisé dans un programme, il faut obligatoirement que ça rentre dans le plan de réussite. Puis si vous êtes capable de le rentrer dans votre convention de gestion, bien au moins quand vous allez défendre votre dossier, vous allez avoir quelque chose que le DG a signé. Fait que si c'est dedans, bien, il va en tout cas plus être mal. On va être mal vu de dire non. Alors, c'est important que ça entre dans vos documents administratifs. OK? Ensuite de ça, votre clientèle, bien, vous allez devoir regarder quel genre de clientèle vous avez. Quand je dis quel genre de clientèle, il faut regarder aussi au niveau du programme. Pourquoi la clientèle est importante? Quand on a développé en enseignement, l'enseignement individualisé en infographie, on a une clientèle de didacticiens. Donc, c'est des gens qui sont capables de vous produire de très beaux documents, autant au niveau des enseignants que des élèves. Ils sont là-dedans, c'est leur dada. Quand j'ai développé l'enseignement individualisé en soutien informatique, peux-tu vous dire que c'était pas pantoute la même game? Là, j'avais des gens de métier, des gens qui, sans rien leur enlever, là, mais eux autres, écrire un texte, puis bien le mettre en page, puis corriger les fautes, puis etc., c'était pas du tout la même chose. Okay? C'est la même chose pour les étudiants. Les étudiants, au niveau soutien informatique, c'est un certain créneau de clientèle qui vont devoir adapter l'enseignement, l'environnement en fonction de la clientèle. Donc, il faut regarder votre clientèle, qui vous avez. Ensuite de ça, bien, votre organisation pédagogique. En tant que centre également, est-ce qu'elle demeure? Quels sont vos pouvoirs que vous avez à ce niveau-là? Et vous allez probablement devoir la changer en partie. Au niveau de la direction et le chargé de projet, moi je crois que pour un jour développer l'enseignement individualisé, ça va vous prendre une direction qui veut vraiment s'en aller vers ça. Ça va vous prendre un chargé de projet. Si c'est votre conseillère, votre conseiller pédagogique qui devient chargé de projet, il faut libérer sa tâche. Au moins 50 %. Puis si c'est un gros département à 100 %, il va falloir qu'elle travaille là-dessus. C'est pas vrai
qu'une direction ou qu'un chargé de projet, un conseiller pédagogique va développer un tel projet pour que ça, vous voyez un succès, là, pour avoir un succès à l'autre bout. On peut tout le monde développer ça sur le coin de notre table l'été. On regardera les résultats que ça donne l'année d'après. Mais si vous voulez vraiment avoir du succès, puis quelque chose qui tient la route, avec ce que mes 2 collègues vous ont nommé tout à l'heure, ce n'est pas des choses qu'on réfléchit en 2 minutes. Okay? Quand on va parler d'une situation de travail, il va falloir que les équipes s'assoient puis disent comment je vais faire mon organisation pour que mes enseignants puissent avoir des outils pour que les apprenants, eux, puissent apprendre par la suite. Donc, ce n'est pas des choses qui vont... Donc, il faut réfléchir à tout ça. Donc, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui coordonne le projet. Il va falloir que vous vous demandiez en tant que gestionnaire ou en tant également de conseiller pédagogique ou peu importe si vous êtes proche du projet, quel genre de style de gestion vous avez. OK? Il va falloir vous questionner premièrement. Ensuite de ça, vous allez avoir de vous demander c'est quoi votre pouvoir que vous avez. Là, je rentre un peu dans la gestion, mais si comme directeur, vous n'avez aucun pouvoir auprès de votre département, la pilule va être dure à avaler. OK? Vous allez devoir changer un petit peu peut-être votre approche. Si vous êtes conseillère en pédagogique que vous faites chargé de projet, bien, faites-vous donner des balises par votre direction. OK? C'est jusqu'où que je me rends. Puis, faites-vous donner du pouvoir aussi. Okay? Il y a des directions qui aiment, oui, je te confie le dossier, mais à chaque fois qu'il y a un petit pépin, il faut que tu viennes me voir. Fait qu'il faut être capable de donner du pouvoir. Et les ressources. Donc, attribuer les dossiers à une ressource, ressources humaines de votre centre, puis les ressources matérielles, j'en ai parlé tantôt. On regarde aussi au niveau du regard administratif, l'engagement des enseignants, c'est une partie importante que je trouve. Si vous voulez avoir encore une fois du succès, il va falloir que vos enseignants soient engagés. Et vous savez, hein, on ne leur rentre pas ça dans la gorge. Si vous leur rentrez ça dans la gorge, ça va avoir un produit final boiteux probablement. Donc, vous allez devoir probablement leur faire un environnement favorable de développement. Chez nous, ce qu'on a fait, on a un local depuis 3 ans, c'est le local de développement. Chacun des départements, il passe un en arrière de l'autre. Il y a des ordinateurs qui sont là, il y a une table de réunion, il y a un téléphone. C'est quand même un grand local, c'est bien peinturé, c'est propre. Puis on essaie de tenir ça comme ça. Puis on a équipé les enseignants avec des bons ordinateurs, des bonnes chaises. Ils s'en vont là, ils travaillent là une semaine de temps, des fois 2 semaines en ligne, des fois c'est 1 mois, dépendamment de leur libération. Mais ils sont là, puis ils sont bien. Et ce local-là, il est loin du département où est-ce qu'ils travaillent habituellement. Pourquoi? Il faut isoler les enseignants. Il faut les mettre là avec le conseiller pédagogique, en réunion, travailler tranquille, des réunions, avoir une petite table pour qu'ils puissent discuter. C'est pas vrai qu'ils vont développer ça dans le département. C'est pas vrai, oubliez ça. Ça c'est pas, donc, il va falloir être capable de créer un environnement favorable au développement. Formation sur les compétences professionnelles également. Tout ce que mes collègues ont parlé tout à l'heure, c'est pas sûr que les enseignants connaissent tout ça. Donc, une petite formation, une auto-formation peut-être aussi. Alors, connaître ces enseignants, vous allez devoir également rencontrer tous vos enseignants lorsque vous portez un projet comme ça. Alors, qui veut développer, puis qui est capable de développer? C'est 2 questions très différentes. Okay? Donc, demandez-leur, rapportez-moi vos derniers projets pédagogiques depuis les 2 dernières années. Vous allez savoir qui est capable de développer. Faites bien attention à ça. Donc, vous allez avoir... En tout cas, chez nous, on a eu une rencontre d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure avec chacun des enseignants, puis après ça, on détermine l'équipe de développement. Des fois, ça ne fait pas toujours l'unanimité, mais c'est à vous à déterminer l'équipe et non pas juste « Ah oui, j'ai le goût, j'ai le goût, j'ai le goût ». Il y en a qui ont le goût, mais pas la capacité. Bon, et là, j'en passe. Bonne communication, tous les enseignants doivent faire partie du processus à différents niveaux. Donner un rôle à tout le monde. Même s'il y en a un, là, c'est uniquement de faire des recherches sur Internet pour pas apprivoiser, mais pour alimenter un autre enseignant. Donnez-lui ce rôle-là. Tout le monde devrait avoir des rôles. Des rôles de développeur, des rôles de co-développeur, des rôles de vérification, des rôles sur l'évaluation. Si vous avez 10 enseignants, trouvez-leur tout le monde un rôle à différents niveaux, selon leurs compétences, mais tout le monde devra être impliqué dans le projet. Et vous aurez à donner des objectifs clairs, des mandats, des rôles, des tâches, les définir pour chacun de ces enseignants-là, chacun des mandats, définir des tâches et définir des rôles. Et aussi un mandat. Cela doit être le projet de tous. L'analyse du projet, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez regardé ça, il faut regarder le projet dans son ensemble. Quelques points, rapidement. Le nombre d'élèves, le nombre de groupes. Okay? Est-ce qu'on individualise un programme de 120 élèves ou on individualise un programme de 15 élèves? Okay? Il vous en reste comment? Puis on n'est pas obligé d'attendre qu'il vous reste juste 2 élèves avant d'individualiser un programme. Des fois, il faut y penser
avant que la situation est dramatique. Donc, le nombre d'élèves, le nombre de groupes. Regardez la nature du programme, un peu comme je vous parlais tantôt. Il y a certains programmes qui s'individualisent facilement. En tout cas, infographie, c'était facile à comparer de soutien informatique, là, où sérieusement, on en a bavé depuis 2 ans. C'est pas un programme facile. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas faciles. Pourquoi il n'est pas facile? Bien, il y a du technique. Des fois, si l'élève n'est pas toujours devant l'ordinateur à faire différentes choses, c'est facile. Puis aussi, il y a du matériel. En secrétariat comptabilité, on a des éditeurs là, ici puis qui nous sont capables de nous fournir tous les volumes. En soutien informatique, il n'y en a pas. Tout ce qu'on a, c'est des grosses briques. On ne donne pas des briques à des élèves, ils ne lisent pas. Okay? Donc, il faut trouver autre chose. Donc, il faut regarder quelle est la nature du programme comme tel. Est-ce que c'est éditique, artistique, technique, production, construction? Puis là, il y a toutes différentes choses qu'il faut regarder par rapport aux différents programmes puis les réalités du programme. Il faut tout étaler ça sur une table. Il faut regarder vos locaux qui sont disponibles. Dans quel état ils sont, là, les locaux? Quels sont les aménagements que vous aurez à faire à ce niveau-là? Le matériel qui est disponible, c'est la même chose, l'achat de nouveaux matériels, etc. Et les situations particulières, autant au niveau personnel dans vos équipes, les conflits que vous pouvez avoir, les non-communications qu'il pourrait avoir, etc. Oui. Alors, je termine avec la partie budget. Donc, c'est l'hôtel, c'est la rue des Crève-Cœurs. Donc, c'est la libération des tâches pour le développement sur 1 à 2 ans, dépendamment des départements, de la longueur du programme. Mais je pense que c'est important de regarder, de libérer vos enseignants pour ça. Ça ne veut pas dire une tâche complète, ça peut peut-être dire certaines heures. Ça veut dire également être capable d'organiser l'horaire des enseignants. Encore une fois, c'est pas vrai qu'un enseignant va être capable de produire quelque chose en même temps qu'il va faire son 15 heures, son 18 heures par semaine d'enseignement. Donc, si vous n'avez pas d'argent, pas de possibilité, au moins réorganiser l'horaire des enseignants. Faites-le pas travailler pendant une semaine ou faites-le travailler juste 2 jours. Les 3 autres jours, il va aller s'isoler dans le local puis il va développer avec l'équipe. Donc, vous avez à réaménager les horaires des enseignants. Puis si c'est possible, bien, il y a un petit bonbon au bout de la ligne qui est capable de dire « OK, bien, je te libère 100 heures dans ta tâche. » éducative, donc avec la tâche complémentaire, etc. Bon, ça fait. Alors, ça, c'est des mandats qu'on passe avec les gens. Donc, c'est important d'essayer au moins de libérer si possible. Avec les conditions qu'on a présentement, ça va être de plus en plus difficile, mais en tout cas. Les aides pédagogiques, conseillers pédagogiques, etc. Et également les achats de nouveaux matériels, puis le soutien de votre commission scolaire. Donc, ça, c'est important. C'est un investissement. Plus votre développement va être, je vous dirais, sur le bras, plus au bout de la ligne, vous allez payer les ATP que vous allez perdre dans la prochaine année. Parce que vous ne serez pas prêt, parce que vous êtes obligé d'ajouter des profs ou des cours magistrales, parce que le développement n'est pas fini, etc. Et là, il rentre plusieurs différentes choses qui fait qu'au bout de la ligne, là, votre investissement, vous le perdez parce que vous êtes mal organisé. OK? Alors, je termine. Je fais 2 fois, je termine. Avec mon regard pédagogique. Alors, au niveau du regard pédagogique, bien, rapidement, on parle de l'étude du programme, donc actualiser. Est-ce que votre programme est actualisé? Il est désuet? Est-ce un nouveau programme? Regardez vos normes modalités dans votre centre. Est-ce qu'ils sont appliqués à ce programme-là? Vous allez devoir développer avec vos enseignants les normes. Est-ce qu'il est en ATE, les stages, les autres activités extérieures, les compétences traduites en situation ou traduites en comportement, les particularités de certaines compétences, les ratios enseignants-élèves, est-ce que c'est 22 ans ou dans certains programmes, il est moindre, dans certaines compétences, il est moindre, etc. Donc, il faut vérifier ça. Les disponibilités de l'équipement, du matériel, les locaux, les vocations particulières, les disponibilités du matériel d'évaluation. Puis, j'ai le goût de vous laisser sur un des exemples que nous avons chez nous. Encore d'autres diapos. Un exemple qu'on a chez nous, c'est Reprographie. C'est un programme, petit programme, où on a un local qui est à peu près 3 fois la grandeur de ce local-là, où vous avez naturellement des presses, vous avez toutes sortes de matériel. Et j'ai une quinzaine d'élèves, 2 profs. Et les élèves rentrent le matin à 8 heures, puis il y a une première réunion, c'est la réunion de production. Okay? Donc, les 15 élèves sont là, puis on fait 15 minutes de réunion de production. L'opératrice des photocopieurs, qui est un employé temps plein, vient dit aux enseignants un petit peu avant, voici le travail qu'il y a à faire pour la journée, les copies, le façonnage, etc. Les enseignants regardent le travail qu'ils ont à faire, ils regardent les élèves, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur formation, et ils assignent des tâches aux élèves pour l'avant-midi ou pour la journée.
Donc, toi, tu vas faire, exemple, la tâche 4 de la compétence du module, de la compétence 3. C'est sur les photocopieurs. Puis là, ils regardent avec les instruments qu'ils ont, les équipements qu'ils ont, et ils donnent des tâches aux élèves et ils les mettent en situation de travail. Quand il arrive le temps de la pause, les étudiants, il faut leur dire de sortir. Puis quand il arrive le temps du midi, il faut leur dire de sortir. Puis quand il arrive 3h30, 5 minutes avant, il faut commencer à leur dire, là, on finit dans 5 minutes, préparez-vous, on finit. Bon. Et là, ils ont des feuilles à compléter. Puis il y a un petit retour sur la journée, comment ça s'est passé. Il y en a qui ont eu des problèmes, etc. Puis il y a un enseignant toujours sur place, des fois deux, dépendamment s'il y a des examens, etc. Puis ils répondent aux étudiants, ils les aident. C'est vraiment un coaching de tous les jours et c'est vraiment une ambiance de travail. Fait que pour nous, c'est une situation, peut-être pas idéale, mais c'est une des belles situations qui représente ce que Henri nous discutait avec nous tout à l'heure. Alors voilà, et j'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais Mme Renée ne veut plus que je parle. Alors mon défi, quel style de gestionnaire désirez-vous être demain? Est-ce que c'est le style casse-cou, l'aventurier, l'insouciant, le planificateur et l'organisateur, l'agent de changement, le motivateur et le mobilisateur? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous répondez toutes ces réponses, je pense que vous ne seriez pas pire. Parce que je pense qu'un jour, il faut être casse-cou. Un moment donné, il faut planifier. Un moment donné, il faut laisser aller. Puis un moment donné, il faut être un peu tout ça à travers ce projet. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Ça résume l'ensemble de nos propos. C'est une très belle maxime. L'analphabète d'hier était celui qui n'avait pas appris à lire. L'analphabète d'aujourd'hui est celui qui n'a pas appris à apprendre. On est là, mais on n'est plus là. On est dans l'autre. L'analphabète de demain sera celui qui n'aura pas appris à créer. Créer son savoir, créer sa vie. Alors, merci beaucoup à nos trois panélistes. Vous réalisez que l'enseignement individualisé, l'implantation de l'enseignement individualisé est un grand défi pour en faire une formule éducative efficace. Et nos panélistes avaient un grand défi cet après-midi de nous rapporter des concepts à partir desquels il faut avoir des préoccupations pour faire de la formation en enseignement individualisé efficace.